Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode du Seb Show dédié à la 40e saison de Survivor, Winners at War. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'acheter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Dans les 2-3 dernières vidéos, peut-être que là, je me suis traîné les pieds, j'ai pas eu le temps de vous répondre. J'ai passé beaucoup de temps à répondre aux gens sur Facebook. Il m'en reste encore un bon morceau sur Facebook à répondre parce que le temps que j'ai été en voyage et le temps des fêtes et tout, j'ai pas pu gérer ça. Mais je compte bien le faire prochainement, je vous le garantis. Habituellement, je suis capable toujours de reprendre mon retard, mais des fois, c'est long un peu. Donc, avant de commencer directement dans Survivor, je veux vous parler de télé-réalité en soi. Parce qu'il y a eu des gens qui m'ont parlé qu'il n'y avait pas eu de saison de Big Brother cet hiver. Il y a des gens qui me posent des questions par rapport à Amazing Race, entre autres, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'a pas eu de nouvelle saison, qu'on n'a pas eu vraiment d'infos. En fait, présentement, aussi bizarre que ça puisse paraître, depuis l'année passée, Amazing Race a une saison qui est déjà enregistrée. Donc la saison 32 existe déjà. Ils sont même en train de filmer la saison 33 au moment où je vous parle. Big Brother, il y a eu beaucoup de rumeurs aussi pour une saison peut-être cet hiver. Il y a eu des spéculations que ça allait être un All-Star et autres. Et là, présentement, c'est que ce qu'on vit un peu du côté de télé-réalité, ça affecte pas vraiment Survivor. Survivor est exempt de tout ça. Mais pour les autres télé-réalités, en fait, c'est que les réseaux de télévision américains euh, ont l'impression qu'il pourrait y avoir une grève des screenwriters l'automne prochain. Donc, on pourrait dire des scénaristes pour les émissions phares, donc les émissions qui passent le soir. Et présentement, les réseaux de télévision essaient de garder beaucoup leurs acquis. Parce que quand il y a une grève des scénaristes de cette façon-là, malheureusement, ils ne peuvent pas jouer de nouveaux épisodes. Ils ne peuvent pas mettre en onde des épisodes qui demandent évidemment des scénaristes en arrière de ça. Et ça limite énormément ce qu'ils peuvent mettre comme contenu à la télévision. Donc souvent, il y a des reprises. Souvent, c'est des téléréalités qu'ils peuvent mettre parce que c'est pas régi par les scénaristes, par la guilde des scénaristes. Donc, présentement, la rumeur veut qu'ils conservent le plus possible leur potentiel par rapport à la télé-réalité pour faire en sorte d'avoir de quoi montrer à TV l'automne prochain, advenant que la grève s'effectue vraiment. La dernière fois, ça fait quand même plusieurs années que c'est arrivé, mais ça avait été le même cas. C'est d'ailleurs là que Big Brother avait fait une saison, sa première saison hivernale. Je pense que c'était lors de la saison 9, si ma mémoire est bonne. Je peux me tromper, mais je pense que c'était avec Adam et Ryan en finale. Je pense que c'est ça, c'était la saison 9. Bref, c'est pour ça qu'on n'a pas eu d'Amazing Race et de Big Brother. En tout cas, Amazing Race, c'est plus confirmé que Big Brother dans ce cas-ci. Donc, est-ce que ça ferait en sorte que l'année prochaine, on aurait deux saisons? Ben, l'année prochaine, je vous dirais la saison d'automne et de 2020 et hiver 2021, on aurait deux saisons d'Amazing Race. C'est possible. Mais il n'y a rien encore de sûr à ce niveau-là. Fait que si je vois des développements, si j'entends parler de quelque chose, je vais vous revenir là-dessus. Mais c'est certain que pour l'instant, c'est un peu la situation. C'est dommage, une saison d'Amazing Race aurait été plaisante à regarder aussi. C'est toujours une télé-réalité qui est le fun à regarder. Peut-être pas à commenter, mais à regarder, c'est super le fun. Mais malheureusement, là, pour l'instant, il n'y a pas... la saison est terminée depuis longtemps, mais je pourrais dire euh, voyons, je cherche mes mots aujourd'hui. Donc, la station de télévision a décidé de ne pas la mettre en onde, probablement à cause de cette raison-là. Bon, donc, maintenant, on va sauter directement dans Survivor. Évidemment, dernier épisode, sérieusement, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. L'élimination de Danny m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à voir Danny se faire éliminer si tôt dans le jeu.
On s'entend que Dani premièrement, était bien placée. C'est-à-dire que, quand je dis bien placée, c'est que c'était une joueuse qui, comparée à ses alliés, était vue comme la plus faible, était pas vue comme une menace par personne. Si ses alliés, qui étaient Rob, Parvati et Ethan, étaient capables d'éliminer les autres, étaient en très bonne position pour même se rendre très loin dans le jeu, parce que son alliance aurait été dominante euh, avant le merge, et rendu au merge, à la limite, Rob Parvati et Ethan seraient probablement partis au-dessus d'elle. Et de l'autre côté, si son alliance avait été éliminée pre-merge, elle aurait probablement été la dernière, donc il y aurait eu beaucoup de chances pour elle de se rendre au merge et d'être comme seule de sa gang et de pouvoir s'allier aux autres. Ce qu'elle avait fait un peu dans Guatemala, donc dans sa saison d'origine, c'est son alliance de départ, sa tribu de départ avait été exterminée ou presque, et elle avait pu se faufiler grâce à ça en se collant à Stéphanie Lagrossa, entre autres, et Raph, quoi, bref. Et donc, elle avait une position similaire ici. Personnellement, Dani avait un certain je vais utiliser le terme anglais cult following, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui la considéraient comme une joueuse extraordinaire, exceptionnelle. Moi, j'ai jamais considéré le jeu de Dani si exceptionnel que ça dans Guatemala. Sincèrement, je vous dirais pas qu'elle a pas été stratégique. Il y a eu des éléments stratégiques quand même de Dani. Mais j'ai jamais considéré qu'elle a été une partie prenante du jeu et de où ce qu'elle s'est rendue. Une de ces stratégies, par contre, que j'ai trouvé intéressante lors de Guatemala, c'est que ça a été révélé par des membres de la production. Dani ne parlait pas beaucoup dans le confessionnal. Elle ne disait rien. Ce qui faisait en sorte que la production avait toujours l'air de... Ben, en fait, la production ne l'appelait pas souvent au confessionnal pour qu'elle partage des choses. Ce qui faisait en sorte que les gens considéraient que Dani était une joueuse insignifiante aux yeux de la production. Ce qui n'a pas été nécessairement le cas parce qu'elle a gagné sa saison. Mais évidemment, dans une télé-réalité, puis je l'ai vécu dans l'off, les gens le vivent dans Big Brother ou même Survivor, quand la production semble vouloir te parler souvent, ben les autres joueurs viennent qu'à penser et à s'imaginer que tu es un joueur que la production aime. Donc, ça te met une cible dans le dos beaucoup plus grande. Et c'est un peu la stratégie inverse que Dani a utilisée, c'est-à-dire en amenuisant un peu le stock qu'elle pouvait donner par rapport à la production, les réponses qu'elle pouvait donner à la production. Ben, la production ne s'intéressait pas à elle. Donc, les gens considéraient qu'elle n'était pas intéressante, donc elle n'était pas dangereuse. C'est un peu la mentalité qui était à l'époque dans la saison de Guatemala. Ce qui est une stratégie quand même à laquelle il faut donner du crédit. Ça a été, en tout cas, à ma connaissance, la première à utiliser cette stratégie-là. Je ne sais même pas s'il y a vraiment un autre joueur qui a utilisé ce genre de stratégie-là plus tard, parce que malheureusement, de ne pas donner de matériel à la production fait en sorte que tu vas peut-être gagner ta saison comme ça, et tu ne seras pas un joueur que la production va vouloir que tu reviennes tout le temps. Mais ça avait fait en sorte qu'il y a quand même beaucoup de téléspectateurs qui avaient aimé la façon que Dani avait joué et surtout l'après. Comment que Dani a été capable de révéler un peu toutes les stratégies qu'elle avait en tête, mais c'est après coup. La production n'a comme pas eu connaissance sur le moment. Donc, il y a des gens qui disaient que c'était une joueuse exceptionnelle. Dans le contexte actuel, je ne sais pas si c'est les années qui ont joué là-dedans ou si c'est vraiment parce qu'elle n'était pas une si bonne joueuse que ça au départ, mais Dani s'est complètement plantée. C'est-à-dire qu'elle a paranoïé pour aucune bonne raison. Elle était très bien placée dans le jeu. Je veux dire, la seule et unique raison qu'elle aurait pu être éliminée, sincèrement, c'est que quelqu'un joue une idole et que là, il y a quelqu'un qui a mis un vote sur elle juste pour sécuriser ou quelque chose comme ça. Là. Elle, dans mon sens, s'il n'y avait pas d'idole qui se jouait, il n'y avait aucun problème. Puis même avec une idole qui se jouait, en mon sens, si, exemple, les gens avaient peur que Rob ait une idole, ben tu divises ton vote entre Rob et Parvati.
Ça serait la logique même. Si tu veux faire un coup d'éclat et te dire, oh, ils ont peut-être deux idoles, mettons, ils ont peut-être deux idoles, ben rendu là, tu prends Rob et Ethan, peut-être, rendu là, peut-être Danny, parce que l'Alliance s'en serait pas doutée. Mais encore là, je veux dire, Danny était très bien positionné par rapport à son alliance, parce qu'elle était vue comme la plus faible de l'alliance, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et elle était vue aussi comme la plus faible, ben pas la plus faible, mais elle était bien positionnée dans la tribu. Je veux dire, il n'y a personne vraiment qui l'avait sous son radar. Donc, elle a scrappé sa game elle-même. Euh, Danny, on l'a quand même vu un peu plus dans les deux premiers épisodes, ce qui me fait supposer que, en mon sens, c'est peut-être le genre de joueuse qui peut revenir dans le jeu. Je suis pas sûr que ça va être ça, mais je me dirais que elle a la possibilité, elle a peut-être le background des premiers épisodes puis ce qu'elle a fait pour revenir en jeu. Mais à mon sens, ça peut plus gagner. C'est plate, c'est ça. Je voulais vous monter un tableau un peu de ceux que je considère qui peuvent être gagnants, peu importe les scénarios, dépendamment des scénarios ou dans la situation actuelle. Je vous ferai peut-être ça dans un prochain épisode si j'ai du temps, parce que pour ceux qui le savent moins un peu, je suis comptable, donc nécessairement je suis dans la période des impôts, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile pour moi de produire des vidéos et surtout que j'ai jamais fait le step de faire du montage et tout jusqu'à maintenant, ben c'est encore plus dur. Mais bref, c'était une de mes intentions de faire un tableau comme ça. En mon sens, Danny a plus vraiment de chance de remporter cette saison-ci. Est-ce qu'elle peut revenir? Oui. Est-ce qu'elle peut gagner? Non. Il faudrait que Danny joue un jeu extraordinaire pour revenir en jeu et gagner après ça. Il faudrait qu'elle joue un jeu magistral, à peu près au moins équivalent à Rick Devon, en mon sens. Mais je dis pas. Danny a la possibilité et le type de joueuse qui peut provoquer des choses, mais j'ai comme l'impression que ça sera pas à cette hauteur-là d'attente que encore certains de ses fans considèrent que oh my god, elle va revenir puis elle va dominer. Et je trouve que la production ne l'a pas montré sous ce jour-là. Et souvent, quand vous avez une certaine rédemption du joueur, on va le voir peut-être avec le prochain épisode, mais quand le joueur va revenir, c'est un peu comme Chris, justement, quand il y a eu Edge of Extinction. C'est-à-dire que Chris, dès qu'il est arrivé sur l'île, il a pris connaissance de tout ce qu'il n'avait pas fait correct, tous les moves un peu épais, les gens qui s'étaient fiés, que c'était pas le cas. Euh, on a vu comme une rédemption de Chris sur Edge of Extinction. On l'a pas vu beaucoup, mais on l'a vu. Dani est partie, puis on dirait qu'elle avait pas conscience que c'est sa propre paranoïa qui l'a planté dans le jeu. Et ça, de ce côté-là, moi, à mon sens, si la production voulait qu'on soit en arrière d'elle, puis qu'on dise, oh man, elle va revenir et elle va être hot, il y aurait eu ce sentiment-là qu'elle a pris conscience que, man, je sais pas, un speech de dire, je suis arrivé ici, j'ai vu le jeu un peu trop gros, j'étais très stressé, mais là, je me rends compte que c'est moi-même, c'est moi, ma propre ennemie, qui me suis sorti du jeu. Et là, à date, on ne l'a pas vu. On va peut-être le voir. On va peut-être le voir. Je donne le bénéfice du doute jusqu'à maintenant pour Dani, qui était une joueuse que beaucoup de gens adoraient. Comme je vous dis, moi je comprends pas vraiment ce sentiment-là. J'ai jamais considéré que Dani était une joueuse excellente, mais je sais qu'il y a une part des téléspectateurs qui le considèrent. Je trouve que son élimination en troisième position montre que. Puis surtout, éliminer troisième position alors qu'il était très très bien situé dans le jeu, que ça n'a pas été une histoire de bad luck, que c'est pas parce que, un peu comme Kim, qu'elle a été ostracisée dans son coin, puis qu'elle s'est tirée dans le pied elle-même. Je trouve que ça enlève du crédit à la joueuse. Contrairement à ce que je vous disais la semaine dernière par rapport à Yule, que sa façon de jouer jusqu'à maintenant donne du crédit à ce qu'il a fait par le passé.
Je trouve que Dani, c'est l'effet inverse jusqu'à maintenant. Si elle revient dans le jeu, on va voir. Est-ce qu'elle peut revenir? Ça dépend du type de compétition. C'est quand même une fille qui peut compétitionner, mais elle va être quand même contre des joueurs très compétitifs contre elle. Mais on s'entend qu'il y a toujours une possibilité d'un challenge bien particulier qui pourrait être bonne. C'est possible. Ensuite de ça, je vais revenir sur les deux joueurs que j'ai critiqués la semaine passée, qui m'ont déçu la semaine passée, c'est-à-dire Ben et Kim. Et leur situation s'est pas améliorée cette semaine. J'ai comme... C'est tellement des joueurs épiques dans leur saison d'origine qui ont dominé à divers degrés. Kim, c'était stratégiquement, elle a complètement endormi tous les autres joueurs. Ben, ses moves étaient incroyables. Et là, on dirait que les deux jouent comme des amateurs. Vous avez d'un côté Kim qui récolte une idole, qui donne la moitié à Sophie. Je veux dire, puis elle donne genre, de tous les joueurs ici, ça serait peut-être toi en qui j'aurais confiance. T'es-tu sérieuse? Je veux dire, Sophie? Moi, j'avais quasiment le sentiment que Kim l'a choisi en se disant, ouais, Sophie, c'est la plus faible de la gang. Si elle l'avait dit comme ça, j'y aurais peut-être cru, tu sais. Mais Sophie, c'est la seule et unique que tu t'es dit, je vais y faire confiance. Il y a des joueurs, à mon sens, qui ont beaucoup plus de valeur dans le jeu pour Kim que Sophie. Puis elle aurait pu faire ses alliances de façon très différente, s'asseoir, essayer de négocier de quoi. Par exemple, je vais vous prendre. Puis on prend comme juste joueur pour joueur, ce qu'on connaît du joueur. On va prendre quelqu'un comme Wendell. Wendell n'a jamais trahi Dominique dans sa saison. Ils se sont rendus jusqu'à la fin, jusque dans les 4 derniers. Il a toujours été très loyal. Donc, tu peux t'attendre de dire, si tu fais une alliance avec lui, tu augmentes tes possibilités de ne pas te faire trahir. Wendell n'est pas le genre de gars vraiment qui fait de la grosse stratégie en fou. Puis oui, il aurait pu changer sa game, mais c'est pas le type de joueur à faire ça. C'est plus le type de joueur à dominer, bon, physiquement, faire des alliances, à contrôler le vote, mais c'est à peu près tout, là. Vous pouvez voir aussi, si tu veux faire des coups d'éclat, tu peux regarder vers Nick, de dire, le gars, il a joué des idoles d'une certaine façon, ça a été très favorable pour le jeu, tout. Te rapprocher d'un joueur comme ça qui va probablement être loyal aussi, parce qu'on s'entend que Nick a été loyal envers Christian pendant sa saison, jusqu'à temps que Christian, je pourrais dire, lui mente. Mais Nick peut être un joueur qui va provoquer des choses avec l'idole que tu lui partages d'une certaine façon. Sinon, tu peux t'en aller essayer de te coller sur Sandra. Je te dirais que c'est peut-être pas la bonne stratégie. Tu aurais pu risquer avec Yule. Yule a l'air de contrôler une part du vote. D'aller voir Yule puis dire, écoute, moi je te fais confiance. Yule, encore là, n'est pas le type de joueur qui a un bagage de trahir des gens intensivement. C'est un joueur stratégique, mathématique, mais c'est pas le genre qui trahit à outrance non plus. Et de tous ces joueurs-là qui pouvaient avoir un potentiel de te faire grimper dans l'échelle, tu choisis Sophie. Je sais pas si Kim elle veut reformer une alliance de filles, que elle, sa seule stratégie, parce que c'est ce qu'elle a fait dans le fond dans sa saison d'origine, elle a fait l'alliance de filles qui a fait en sorte que, quoi, c'est 5 filles, les 5 derniers, c'était 5 filles. Très très bonne stratégie, c'était toutes des filles qui étaient plus faibles qu'elle en plus. Mais si c'est ta seule stratégie, pis t'as pas rien adapté, c'est atroce, là. Fait que je comprends pas pourquoi elle est allée voir Sophie. Sophie qui est pas vue comme une joueuse forte. Sophie a jamais rien contrôlé. Et Sophie, on s'entend que c'est comme un peu une biche dans sa saison où ce qu'elle a gagné. Elle a eu de la chance. Je veux dire, dans les 4 derniers,
elle a eu une chance incroyable de battre Ozzy sur l'immunité. Parce que si Ozzy gagnait, c'est bien de valeur. On parlerait même plus de cette saison-là. Là, puis on aurait Ozzy probablement dans Winners at War. Ça, c'est pas mal sûr. Sophie était pas intéressante. Elle a rien dominé. Elle a été une joueuse correcte. Elle a éliminé Ozzy. Faut lui donner le crédit. C'est elle qui a éliminé Ozzy au final. Mais ça reste quand même que c'était ordinaire comme game. Je veux dire, elle a gagné juste parce qu'elle était contre coach puis contre l'autre que je me rappelle pas le nom. Fait que c'est. Je sais pas la stratégie de Kim en arrière de tout ça. Tu te back avec la joueuse la plus faible, puis pas une joueuse qui a une réputation d'être trustable non plus. Fait que Kim, mal joué en mon sens. J'ai l'impression que Sophie pourrait la trahir facilement. Que Kim peut être un vote très simple à faire et à se débarrasser. Je vous dirais pas que Kim est la joueuse, peut-être que les alliances vont aller contre elle en partant. Je pense que Sandra a une cible beaucoup plus grosse dans le dos maintenant que Amber a été éliminée dans cette tribu-là, dans la tribu des Dakar. Mais Kim, je sais pas, stratégiquement, ça m'embête, ça me bloque un peu. J'ai une grosse déception sur Kim présentement. Parce que malgré que je voulais la voir perdre dans sa saison, elle a été remarquable. Faut y donner le crédit dans sa saison. Moi, j'étais plus de l'équipe, la mentalité de Troyzan. Sincèrement, j'aurais aimé que Troyzan la batte, mais c'est pas arrivé, malheureusement. Kim était trop forte, puis Troyzan était tout seul de son bord. C'est plate, mais c'est ça. Fait que, bref, Kim, grosse déception là-dessus. Ben fait tout ce qu'il devrait pas faire. Puis Ben, dans sa saison d'origine, était très posé sur ce qu'il faisait, était très stratégique quand même dans ce qu'il faisait. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, il disait jamais où est-ce que les idoles se trouvaient. Au Tribal Council, il était toujours quand même posé jusqu'à temps que tout le monde voulait le sortir. Là, à ce moment-là, il a été plus explosif, puis il en mettait plus épais. Mais je pense qu'à ce stade-là, il le savait que de toute façon, dès qu'il ne jouait pas une idole ou qu'il ne gagnait pas une immunité, il se faisait sortir automatique. Donc, de faire son petit côté flamboyant, drôle, pouvait lui donner un certain appui du jury qui pouvait le trouver intéressant, puis drôle justement, puis divertissant. Fait qu'il y avait une stratégie derrière ça que je trouvais raisonnable. Mais là, il indique à Denise où est-ce que l'idole se trouve, comment trouver des idoles. Denise n'est pas si proche de lui non plus, du moins dans ce qu'on en comprend. Denise est proche d'Adam. Adam veut rien avoir à faire avec Ben. Denise trouve une idole qu'elle doit partager. Elle ne partage même pas avec Ben. Pourquoi t'être quelqu'un qui n'en a rien à foutre de toi, qui veut même logiquement pas t'aider vraiment? C'est comme rendu là, Ben aurait dû se coller beaucoup plus je sais pas, sur un joueur comme Ethan, peut-être qu'il n'est pas proche de lui, ou de Jérémy. Jérémy est un gars très loyal quand tu lui montres de la loyauté. Jérémy est un joueur très fort qui peut t'aider dans le jeu. Denise a failli se faire sortir au premier vote, là, je veux dire, avec Adam. C'est comme tu te colles sur ces deux-là. Je dis pas que c'est une mauvaise stratégie, ça va peut-être être payant pour Ben. Mais présentement, quand Ben a fait ce move-là, Denise avait l'air super intelligente et super forte. Ben avait l'air un peu fou. Elle avait pas l'air d'être un joueur important. C'était comme. On dirait qu'il considère pas Ben comme un joueur d'importance dans cette saison-ci. On dirait quasiment qu'il manque de respect d'une certaine façon ou qu'ils font pas confiance totalement. Fait que Ben n'a pas réussi à combler cette gaffe-là. Fait que rendu là, cherche les idoles pour toi, mon boy, puis fais ce que t'as fait la dernière saison, c'est-à-dire que quand tu te sens en danger, t'ajoues, puis tu crées un coup d'éclat. Donne-le pas à quelqu'un d'autre. L'autre chose qui est arrivée, c'est le Tribal Council, où ce qui arrive là, et que Ben, à ce moment-là, a pas, ou du moins on n'a pas le sentiment que Ben a une cible dans son dos.
Dans le sens que les autres ont l'air de se dire ouais, ok, on a d'autres chats à fouetter que d'éliminer Ben. Ben n'est pas assez important. Et là, Ben s'en va sur une tirade contre Rob, contre Parvati, contre l'Alliance, dans le fond, des anciens. Les autres ont pas l'air de le backer plus qu'il faut. C'est pas comme s'il y avait vraiment clairement une alliance de, exemple, de 5 contre 4, de dire il y en a peut-être une. Mais on sent pas que les gens s'attachent à Ben ou essayent de le backer ou essayent de faire comme, ah oui, on est de son bord. T'sais, Ben, il est tout seul, il lance son speech, il crée un certain chaos. Oui, ça peut fonctionner, mais j'ai pas l'impression que ça l'a été le cas. Je trouve que ça l'a. On dirait que Ben l'a improvisé sur le coup. Il l'a lancé sans trop réfléchir à comment que ça allait sortir. Euh, il est devenu comme une cible pour les trois restants maintenant que Danny est parti. Euh, une cible non nécessaire, c'est-à-dire que le genre de vote que tu mets, de faire comme, ben écoute, Jérémy est plus important, mais on pourrait mettre un vote sur Ben. Parce que si Jérémy joue une idole, Ben va partir. Ben pouvait se cacher un peu avec les joueurs qui étaient autour de lui, puis faire des coups d'éclat peut-être plus tard dans le jeu. Là, il a l'air de se lancer d'un bord puis de l'autre. En fait, l'impression que j'en ai, c'est que Ben se sent sous-estimé dans ce jeu-là, et au lieu d'arriver et d'utiliser ça comme une force, il fait comme, ah non, moi, il faut que je sorte de ça. Il faut que je redevienne le joueur puissant de ma saison, le main guy, le gars qui contrôle, le gars qui est en position de pouvoir et de créer des choses. Puis on dirait qu'il force trop, puis ça nuit, parce qu'il met une cible qui n'est pas nécessaire. Puis il aurait pu emmener son point intelligemment, de façon posée par rapport à l'Alliance ou autre. Non, ça a été chaotique, il l'a balancé, puis je trouvais autant que Rick Devon, dans la saison 38, maîtrisait très bien ce genre d'événement-là, où ce qui arrivait au Tribal Council, très, très intelligent dans ce qu'il allait dire, qui savait exactement où il va piquer pour faire chier, pour créer des choses. Ben a manqué complètement sa cible ici. Puis le problème est que, avec la façon dont le show présentement est monté, le montage du show, on peut pas voir Ben vraiment comme un gagnant. Je veux dire, vous avez eu quoi? Vous avez eu un gagnant qui a eu ce genre de visuel-là, de montage-là autour de lui, puis c'était... je me rappelle pas de son nom, là, ça ressemblait c'était 3 lettres, c'était Judd ou quelque chose de même, là. C'était peut-être pas Judd. En tout cas, il y a eu un gagnant dans l'histoire qui a eu à peu près un montage similaire à ça, genre un peu épais, euh, un peu partout, comme s'il savait pas trop c'était quoi la stratégie, puis tout, puis à la fin, il avait gagné juste parce que les autres étaient horribles, mais Ben, je vois pas ça arriver, surtout dans une saison de gagnant. À la fin, il va falloir qu'il défende le jeu qu'il a joué. Et là, à l'heure actuelle, je vois pas comment il défendrait son jeu. C'est plate, mais c'est ça. Je le vois pas défendre son jeu, être capable de défendre, de dire ouais, j'ai fait des très bons mots. Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai donné une idole à Denise. Ah. Alors que t'étais en danger. Ouais. Bon, t'es arrivé, puis qu'est-ce que t'as fait d'autre? Bon, au Trouble Console, j'ai créé le chaos. Ah, ça a-tu permis de faire éliminer quelqu'un que tu voulais? Non, ils ont éliminé pareil la personne qu'ils voulaient éliminer dès le départ, mais c'est pas grave, je l'ai fait. C'est comme... euh, il manque de contenu par rapport à Ben. Ben a l'air plus d'un clown qui est divertissant, mais pas d'un joueur de la trempe des autres gagnants comme Rob, comme Parvati, comme Sandra présentement. C'est sûr que là, on parle de légende, mais même d'autres joueurs, on regarde un peu ce que Nick fait, ce que Yule fait, ça a l'air beaucoup plus posé. Présentement, c'est un... On voit qu'il y a des joueurs qui sont là pour jouer à la game de façon super intelligente. Ben, on dirait qu'il l'a pas. Puis le premier épisode, il a eu l'air fou. Je me disais, il peut se reprendre. Là, un deuxième épisode, il a l'air fou. Je commence à croire que Ben peut être éliminé rapidement, peut se faire éliminer rapidement. Kim, c'est la même chose. J'ai l'impression que c'est deux joueurs qui peuvent partir vite et que la victoire est en train de les échapper. Évidemment, encore là, ça dépend toujours. Ben se retrouvera à la fin contre deux personnes qui arrivent de l'île d'extinction. Ben, il peut faire valoir le fait de dire hey,
Moi, j'ai jamais été éliminé. C'est un speech qui se défend. Si on se retrouve contre Michel, entre autres, oui, Ben pourrait gagner. Kim aussi. Même scénario, si Kim se fait pas éliminer, se rend jusqu'à la fin, c'est Kim. Même si elle a mal joué au début, les gens vont faire comme. Elle a peut-être. Puis ce qui arrive, c'est que tu peux mal jouer au début, mais à la fin, tu peux toujours avoir un speech différent. Fait comme, j'avais tout prévu ça, regardez. Je me suis retrouvé à la fin, puis vous m'avez tout emmené jusqu'à la fin parce que vous étiez sûr de me battre. Et finalement, je suis le seul gagnant ici qui a jamais été éliminé. Ça peut être une défense extraordinaire quand même. Mais j'ai l'impression que ces deux joueurs, Ben et Kim, qui vont se faire éliminer peut-être pre-merge, peut-être un peu après le merge, à moins qu'il y ait un shift de dire Ben, c'est vraiment le côté comique de comment il se plante et qui peut durer longtemps dans le jeu, mais perdre à la fin. C'est une possibilité aussi. Kim, c'est trop fade pour être le genre de situation qui arrive. Des fois, le boost peut te donner un peu comme Chris lors de la saison 38. Le boost d'aller sur l'île d'extinction puis de te dire, ben écoute, j'ai déjà été éliminé, maintenant j'y vais all-in. Puis Rick Devon l'avait vécu aussi. Les deux à l'île d'extinction l'avaient vécu. De revenir dans le jeu, puis se faire comme, j'ai déjà été éliminé, fait que peu importe, Steve. J'y vais, puis je fais toute la merde que je suis capable de faire pour au moins être un joueur mémorable. Fait que peut-être qu'un joueur comme ça peut se rendre à la fin puis gagner. Mais ma déception pour Ben et Kim continue cette semaine. Mais on va se tenir au courant à ce sujet. Sinon, Tony joue un jeu qui est un peu similaire à Ben, mais de façon plus normale. C'est-à-dire que Ben est arrivé avec une certaine réputation de jouer des idoles et autres. Tony aussi. Mais Tony a tellement l'air all over the place qu'on dirait que les autres font comme ah, c'est une menace, mais c'est Tony. On dirait il est en train de faire en sorte que les joueurs l'oublient dans toute l'histoire. Il y a quand même des joueurs qui l'ont sur leur radar, mais putain. Fait que je suis surpris un peu. J'ai hâte de voir l'évolution de Tony, si Tony va se faire sortir vite ou s'il peut se rendre loin, parce que Tony est un joueur qui peut se rendre loin avec le genre de stratégie qu'il a là. Il peut se cacher puis en même temps créer du chaos avec son sac à surprise comme il y avait dans sa saison d'origine. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Sinon, pour l'instant, on n'a pas vu des gros changements. On a des alliances très solides, mais des alliances qui sont comme splittées. Souvent, 3 d'un bord, 2 dans le milieu, puis après ça, un groupe de 4 ou des choses comme ça. Là. Fait que ça va être intéressant à voir. Parce qu'il risque d'avoir des gestes qui vont être posés. Je pense juste à Yule, entre autres. Tu peux continuer à éliminer des gens comme Tyson, comme Kim, mais tu peux aussi utiliser Tyson et Kim puis éliminer Sandra. Ton alliance est de 4. Les autres sont 3 et 2. Mais est-ce que les 3 et 2 vont s'allier ensemble puis former une alliance de 5 puis sortir l'alliance de 4? Il y a diverses possibilités comme ça qui peuvent rentrer en ligne de compte. J'ai hâte de voir qui va aller contre qui. Parce qu'on est vraiment dans un stade où toutes les tribus d'origine sont comme divisées à l'interne. Et là, s'il y a un swap qui va faire en sorte que les équipes se mélangent éventuellement, ben ça va fucker encore plus la patente. Et c'est là qu'on va peut-être voir Rob aller contre Sandra ou Sandra aller contre Rob. Ce combat-là pourrait être drôle à voir, sincèrement. Parce que logiquement, dans Héros contre Vilain, Rob et Sandra étaient quand même proches au début de la game. Ils ont fait la saison 39 ensemble en tant que mentors. Sandra s'est sentie trahie par Rob. Qu'est-ce qu'il a... Et puis là, ben, Rob va savoir que c'est Sandra qui a éliminé Amber. Comment que Rob va réagir? Comment Sandra va réagir? Je pense que tout le monde, on aimerait ça voir Rob contre Sandra. Sérieusement, ça serait hot. Est-ce que ça va arriver? J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va se faire éliminer avant que ça arrive. Mais peut-être pas. Fait que, on va souhaiter d'avoir un combat épique entre les deux, puis d'en voir juste un triomphant. Ça serait intéressant de ce côté-là. Qui va être éliminé le prochain? Ben, j'avoue que Danny, je ne l'ai jamais vu venir. Fait que si vous m'aviez demandé la semaine passée qui tu penses qui va être éliminé, je pense que Danny aurait été une des dernières que j'aurais. Fait que le jeu évolue très vite. Des gens qui peuvent être à risque, évidemment Rob, Sandra, des gens qui sont extrêmement à risque. Ben
pour sa façon de mal jouer. Je dirais que ça peut être intense. Parvati, c'est plate à dire. Tyson Kim, je trouve que c'est des gens qui peuvent être en danger. Mais la stratégie évolue tellement dans cette saison-ci. Et c'est ça qui rend la saison intéressante jusqu'à maintenant. Les gens sont prêts à faire ce genre de move-là parce que la majorité des joueurs veulent pas juste jouer. Ils veulent montrer qu'ils sont les meilleurs. Et ça risque de donner des flamèches. Plus on va avancer dans le jeu, plus ça risque d'être destructif, en mon sens. Est-ce que ça va nous donner un bon résultat à la fin? Peut-être pas. Mais on va le souhaiter. Fait que j'espère que la vidéo vous a plu. Un petit thumbs up si ça a été le cas. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.